Bonsoir, donc on se retrouve dans ce rendez-vous à Bordeaux qui est organisé par le fonds de dotation Quartus pour l'architecture, je pense que vous l'avez compris, autour de 2 tables rondes qui ont pour thème faire ensemble une ville qui nous ressemble. Et sous cette thématique, on a 2 sujets. Le premier, c'est la fabrique collective de l'architecture, de la ville et du paysage. Comment concevoir ensemble, à la fois entre professionnels et avec les habitants. Et le second, il relève des mécanismes qui constituent une architecture qui nous ressemble et surtout des logements, soit par la participation et l'appropriation de ceux qui s'impliquent et qui contribuent à transformer leur cadre de vie, soit par l'emploi de ressources locales, matérielles ou immatérielles. On a invité des architectes pour discuter de ces 2 sujets. Leurs pratiques sont ancrées dans le territoire bordelais, girondins, néo-aquitains, où ils en ont au moins une petite connaissance, ce qui n'empêche pas de regarder ce qu'ils expérimentent aussi ailleurs. La première table ronde réunit les architectes Chloé Baudard, de Compagnie Architecture, Suzanne Eliasson, de Grau, et Pablo Georgiev, qui se dit plutôt paysagiste, je crois, et jardinier, du collectif Coloco. Elle est consacrée à la fabrique communautaire de la ville, à la conception à plusieurs, aux pratiques pluridisciplinaires, à toutes les échelles et surtout à leur entremêlement entre urbanisme, paysage et architecture. Le principe, c'est que chaque interlocuteur va parler 5 minutes de son travail sous le prisme de ce thème, après que je l'ai rapidement présenté. Et ensuite, on va ouvrir un temps de discussion entre eux qui aboutira à quelques questions du public. Et je vous présenterai les invités de la prochaine table ronde par la suite, qui sera, elle, plus centrée aux relations entre architectes et habitants dans le cadre du logement. On va commencer par toi, Chloé Baudard, tu es architecte. Tu as tissé avec Patrick Bouchin et l'agence Construire une collaboration fructueuse pendant une 15aine d'années, avant d'installer ton agence à Bordeaux en 2008, qui s'appelle Compagnie Architecture, depuis que Jules Aymar s'est associé avec toi. S'appeler Compagnie, c'est déjà tout un programme qui a trait au sujet qui nous occupe ce soir. Il est pourtant absent des mots balises, imaginés avec Edith Hallauer, qui composent votre façon de présenter le travail de l'agence. On y trouve écoute, fête, haute qualité humaine, ouvert, processus, tissé, transmission et rencontre. Je m'arrête sur celui-ci. Tout projet se détermine dans la rencontre de l'autre. J'entends souvent dire par des architectes que la programmation doit être établie et définitive pour que leur mission puisse commencer. Je pense l'inverse. L'essentiel de mon travail consiste à interroger la commande, l'écouter, la comprendre, pour pouvoir articuler et tisser un projet qui a du sens. Il faut beaucoup de temps pour entendre et traduire la demande de l'utilisateur, l'habitant, l'élu, l'occupant. C'est une rencontre. L'architecte est un accompagnateur, passeur, articulateur, concrétiseur. Je te cite, bien sûr. Tu parles de rendre les programmes plus justes et plus malins en questionnant la commande, on vient de le comprendre, en embarquant ta compagnie, qui dépasse la 10aine de collaborateurs qui font des permanences architecturales, qui bidouillent des maquettes, et évolutives d'ailleurs, qui occupent le chantier, pour ouvrir vers une dimension culturelle et événementielle avec des danseurs, des créateurs, des écrivains, etc. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu fais ensemble ? Merci pour la présentation. Difficile finalement de rebondir après tant de discours, de présentations. Donc, Chloé Baudard, architecte. Nous sommes en effet à Bordeaux avec une 15aine de collaborateurs que je tiens aussi à remercier ici, puisque en fait, sans eux, on ne serait pas grand-chose. On en parlait avec Fabrizio la dernière fois. Donc, merci à eux que tout cela soit possible. La première image, donc on a une 10aine d'images à vous présenter. Au début, on devait parler un petit peu comme ça, puis finalement, on va se baser sur ces images. Ce projet, c'est donc l'école Frida Kahlo à Bruges, le groupe scolaire, qui est aussi en maquette dans l'exposition, qui est donc une maquette évolutive pour montrer la réversibilité de cette école, puisqu'en fait, tout le travail a été fait autour de la question de l'échelle adaptée.
adapté à l'enfant, puisque nous avons des petits bouts de 3 ans, mais également des enfants CM2 qui ont 11 ans, et comment on peut leur offrir un terrain de jeu qu'ils peuvent s'approprier, à la fois par l'identification de leur maison, leur lieu d'apprentissage, mais également tous les interstices dans lesquels ils peuvent aussi déployer leur imagination. Et comment on peut aller à la cantine en toboggan. C'est également... Ok, ça passe pas. Merci Suzanne. Cette question de l'échelle sur un centre artisanal, Godard, au Bouscat, donc près d'ici également, qui est imaginé pour aussi avoir cette forme de réversibilité avec une place centrale qui sert évidemment aux camions, mais qui peut être aussi une place de village, et comment on peut imaginer ces lieux-là qui sont souvent des entrepôts en métal qui dénaturent nos entrées de ville, comment on peut remettre du beau et une échelle humaine pour les personnes qui vont y travailler. Et d'ailleurs, nous continuons ce travail un peu de réflexion à l'échelle urbaine sur un autre projet à Berlin-Camp avec 2PM, où on a travaillé sur la concertation de ces entrées de ville moches, comment par un travail autour de l'eau qui peut réapparaître, on arrive à redonner ce chemin des écoliers, le lien évidemment avec le vivant. Donc c'est tout ce travail où je pense qu'en tant qu'architecte, urbaniste et paysagiste, on a un pouvoir d'agir. Suzanne. C'est un projet que nous venons de gagner qui s'appelle PAN, le port des arts nomades, qui est donc un projet pour des compagnies circassiennes à Nantes. Et c'est cette attention à l'usage, comme on a parlé finalement précédemment, où tout le travail qu'on fait avec ces une dizaine de compagnies de cirque et des arts de la rue, on arrive à travailler sur un bâtiment adapté qui leur convient et qui peut aussi être très approprié et appropriable par eux. Donc nous menons un processus avec différents ateliers et une culture de projet, donc avec différentes visites que nous menons avec eux. Puisque ce processus, notre premier outil, nous essayons de développer une série d'outils pour mener ces processus, ce que l'on appelle les communs. Le premier, c'est la maquette. C'est la mascotte de tous nos projets. Et nous faisons des grandes maquettes au 50e sur tous nos projets. Et donc celui-ci nous tient aussi particulièrement à cœur parce qu'il est à Bordeaux. Donc c'est la manufacture, le CDCN, le Centre de développement chorégraphique, donc avec une maîtrise d'ouvrage de la ville de Bordeaux. Je sais que voilà, merci pour cette belle commande. Et nous menons aussi au plus près avec cette maîtrise d'usage, évidemment la maîtrise d'ouvrage, avec aussi cette dimension culturelle, puisque des spectacles vont être menés sur le chantier dans le cadre de la programmation culturelle de la manufacture CDCN. C'est ici le Krakatoa, donc, qui est donc une salle de concert à Mérignac, donc une SMAC, une salle de musique actuelle. Et vous le voyez, l'outil, cette maquette, nous permet de transmettre et de favoriser une appropriation, à la fois évidemment avec la maîtrise d'usage, le public, les élus et finalement l'ensemble des habitants et voisins. Ici, c'est une autre école, l'école Georges Lègue à Pessac. C'est une école où nous avons donc réhabilité 80% de son existant et nous y avons étendu une série de constructions tout en paille qui nous permet de faire village, toujours dans cette recherche d'adaptation à l'échelle des enfants, avec une permanence architecturale. Donc nous habitons le chantier, comme nous le faisons aujourd'hui dans la galerie avec notre maquette de Bruges. Nous habitons le chantier dans la future bibliothèque qui nous sert aujourd'hui de cité de chantier et non d'un empilement d'Algeco. Donc Manon est aujourd'hui autour de la maquette et peut faire des visites et accompagner tout un travail pédagogique qu'on fait avec les enseignants.
Et donc tout ce travail culturel qu'on mène à la fois sur nos projets urbains et sur nos projets d'archi, on le voit ici avec un concert donc dans une salle de concert, le Quai M à La Roche-sur-Yon, avec ou ici sur l'école de Bruges que vous avez vu au début, Frida Kahlo, où donc on a la Smart Company qui est venue jouer avec une création in situ pour finalement adapter les devenirs des usages en lien avec le travail du corps dans l'espace. Et c'est enfin voilà, tout ce travail, et vous avez des différents outils ici qui sont ces objets éditoriaux qui nous permettent de raconter l'aventure. On essaye d'en faire un par projet, évidemment différent à chaque fois. Et enfin, c'est notre approche avec, en essayant d'insérer un pas de côté, une commande artistique. Et là, c'est une scénographie qu'on a fait pour Volubilis, une compagnie de danse, où on a travaillé sur l'épure de leur maison, qui s'appelle Habiter n'est pas dormir, sur la place Péberlan ici, mais qui est évidemment en tournée. Et c'est tout ce travail qu'on fait, comme on le fait à Bassins, avec l'urbanisme culturel, où nous programmons une approche aussi artistique sur un plan guide, qui est donc un plan guide sur cette ville de Bassins, et comment l'approche artistique peut aussi avoir un regard complémentaire qui enrichit à la fois le projet urbain et le projet architectural. Merci Chloé. Et merci beaucoup pour le faire ensemble du passage des diapositives qui marche très bien. À ton tour, Suzanne Eliasson, tu as fondé l'agence Grau, Good Reason to Afford Urbanism. Je te laisse, si tu en as envie, nous proposer la meilleure traduction en français. Avec Anthony James en 2010, vous travaillez dans l'espace entre l'architecture et l'urbanisme. Je vous cite, et vous menez une recherche continue depuis 2014 et votre collaboration avec Claire et Michel Courajou lors du plan guide de Codéran sur le principe de la métropole jardin. C'est d'ailleurs le titre d'une exposition ici, à Arc-en-Rêve en 2022, par un regard croisé sur 4 territoires, Bordeaux, Phoenix, Bruxelles et Chicago. Tu explorais le potentiel d'un 3e type de ville, ni le centre ni la périphérie, la métropole jardin, et sa capacité à offrir un cadre commun qui puisse répondre à nos besoins. Comme tu le dis, si 56% de la population vit en ville dans le monde, ce n'est pas dans des centres anciens, mais dans ces espaces résidentiels plus diffus dont la qualité intrinsèque est celle du paysage. Avec Grau, vous développez des études sur ces quartiers résidentiels des années 50 à 70, notamment avec le renouvellement du quartier du Grand Parc ou la transformation de la cité Claveau avec Nicole Concordet, qui porte à vous intéresser particulièrement au logement. Tu es également architecte conseil de la ville de Bordeaux depuis 2021, un poste singulier parce que tu vois passer à peu près tous les projets qui font la ville et dans lequel tu accompagnes les élus dans la co-construction d'une vision urbaine et collective où le faire ensemble passe par faire tissu, c'est-à-dire, et c'est ce que tu défends, un ensemble de petites choses, de micro-attentions, au seuil, au rez-de-chaussée, aux absences de clôture, aux possibles laissés aux habitants pour se réunir et pour s'autoriser à poursuivre une fabrique collective. C'est un équilibre donc entre tes rôles d'architecte praticienne, de chercheuse et d'architecte conseil que je te laisse raconter. Merci Fanny. Alors je vais voir si ça marche. Ah, ça fonctionne très bien. Oui, moi je vais commenter 10 images aussi. Je vais peut-être parler un peu moins de notre travail et plus du sujet qui nous intéresse à l'agence et qui est le sujet de la ville. Enfin, nous, on est fascinés par la ville parce que je pense que... Et alors, je vais commencer très bas et je vais finir haut. Mais je pense qu'on a quand même une ville qui nous ressemble aussi. Malgré tout, je pense que la ville, c'est quand même le reflet de nos idées, de la société en partie, et donc ça pose certaines questions dans ce qu'on a produit, mais le sujet, c'est aujourd'hui, c'est de comment on s'en sort avec ce que l'on a. Je vous montre cette image qui est une photo de Codéran, qui est un quartier que l'on connaît bien et qui, pour nous, illustre très bien le sujet de la ville au XXIe siècle, qui est une ville étalée, qui est une ville quand même fragmentée,
un peu comme le contexte politique et social dans lequel on est aussi, hein, qui en même temps a plein de qualités, mais qu'on a du mal à qualifier, qu'on a du mal à ressentir comme ça. Et en même temps, ça, c'est la réalité. Si on regarde Bordeaux, c'est 70% des gens de Bordeaux Métropole qui vivent en dehors de Bordeaux même. Donc c'est 30% de la population de Bordeaux Métropole. Codéran, c'est dans Bordeaux, hein, encore. Quand on regarde Paris, c'est 80% des gens qui vivent en dehors du périphérique. 70% des gens du Grand Paris vivent à l'extérieur de Paris. Si on regarde Bruxelles, qui était une ville sur laquelle on a travaillé dans le cadre de l'exposition, il y a 19 communes qui forment Bruxelles-Capitale. C'est 17% des gens qui habitent dans Bruxelles. Donc la majorité des gens aujourd'hui vivent aussi en dehors des centres historiques. Et pour moi, cette photo, elle qualifie très bien aussi ce type de territoire. Et le sujet là-dedans, c'est dans une ville qui est quand même faite majoritairement de fonciers privés, où on est un peu, pas en sous-densité, mais où on n'a pas la même densité et la même tension un peu que l'on peut avoir dans le centre historique. Comment est-ce qu'on fait ensemble? Et comment est-ce qu'on fait ville? Et comment est-ce qu'on sort de sa bulle un petit peu? Pour moi, la ville, c'est aussi ça. Ça, c'est une photo d'un petit pique-nique chez nous. Il y a 4 gamins qui sont assis autour d'un tissu. La ville, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce que l'on a en commun, c'est le lieu où on se rassemble. Mais pour être ensemble, il faut un minimum de structure, il faut un minimum d'éléments. Ici, à un moment donné, le tissu, il fait commun. Il fait qu'à un moment donné, les 4 gamins qui sont tout petits, ils s'assoient autour de quelque chose, ils discutent, ils mangent, et c'est un cadre, c'est une structure. Et je pense qu'aujourd'hui, on a toujours eu besoin, et il nous faut des structures communes. Elles n'ont pas besoin toujours d'être très fortes, mais on a besoin de ces structures communes. Et la question, c'est comment, dans cette ville plus étalée, dans ce que nous, on appelle la métropole jardin, qu'est-ce qui fait structure commune? Ça, c'est une photo de l'exposition qu'on a fait à Arc en Rêve il y a 3 ans maintenant, qu'on avait appelé Métropole Jardin, où on avait créé une pièce comme ça avec un papier peint de tissu urbain de tout ce territoire plus étalé, résidentiel, qu'on appelle la Métropole Jardin. Et on a créé cette espèce de pièce ovale dans l'idée de se dire on crée aussi un cadre pour que les gens regardent et pour discuter de ce sujet. Voilà, ça c'est une structure, à un moment donné, qui réunit les gens dans une pièce. Et pour nous, le sujet de la ville, c'est ça, c'est comment dans n'importe quelle situation, on arrive à faire commun aussi avec les sortes de structures minimales qu'on est capable de dégager. Ça, c'est une photo de Codéran, encore une fois, qui illustre pour moi aussi très bien les qualités et la réalité de ce type de territoire, c'est-à-dire qu'on a juxtaposition d'éléments, on a des maisons individuelles, on a du collectif, les choses sont proches, elles sont loin, etc. Et en même temps, on a beaucoup de paysages. On a le paysage qui est omniprésent, et pour nous, le sujet, il est aussi beaucoup dans la ville. Dès que l'on sort du centre historique, le sujet, il est dans le paysage. Et ce qui peut aussi faire commun et faire structure pour nous, et ce qui peut relier les choses et relier les gens, c'est le paysage. Et on est convaincus, et c'est ce pourquoi on se bat, nous, au quotidien, qu'à un moment donné, la question, le lien entre architecture et paysage doit être beaucoup plus resserré. Ça, c'est une photo d'un petit dessin qu'on avait fait quand on avait travaillé sur Codéran, qui était l'idée de venir augmenter et radicaliser les qualités de l'existant, aussi bien les qualités d'habiter, architecturales, etc., mais aussi les qualités paysagères. Et qu'à travers ça, on peut peut-être arriver à fabriquer quelque chose de commun. Ça, c'est un projet qui n'est pas de nous du tout, mais qui est une référence, un projet qu'on aime beaucoup, qui se trouve à Phoenix, qui faisait partie de l'exposition à Arc en Rêve, d'un architecte américain qui a construit du logement très bas coût, très simple, très petit pour du logement américain, où tous les gens, ils ont un petit appartement comme ça, ils regardent un espace commun très végétalisé, très agréable, très frais à Phoenix où il fait très chaud. Mais c'est un projet fascinant parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, sans le paysage, le projet n'existe pas. À un moment donné, il y a un projet, il y a une vie pour les habitants parce qu'il y a un lien entre le paysage et l'architecture. Et c'est ce qu'on essaye de faire un peu dans les projets que l'on porte. Ça, c'est un projet qu'on a livré il y a assez récemment à Parampuire, 22 logements sociaux pour Aquitanis. Et ici, les 22 logements, ils sont organisés comme ça autour d'une promenade piétonne, plantée, sans clôture. C'est-à-dire que c'est le paysage, à un moment donné, qui assure la transition et qui fait le seuil entre le privé et le collectif. Et en même temps, il y a une possibilité pour que les gens se croisent, se rencontrent, etc. Et puis le pari, c'est de se dire, plus la végétation va pousser, plus le projet va fonctionner. Et plus l'architecture va disparaître, parce que finalement, c'est pas forcément, et je suis architecte, mais c'est pas forcément ça le sujet.
Et c'est une question de seuil et de transition et de capacité du coup à sortir de chez soi. Ça, c'est une photo de la cité Claveau sur laquelle on a travaillé de nombreuses années. Une habitante qui fabrique un seuil devant chez elle, en dehors de sa clôture. À un moment donné, c'est une rencontre et une possibilité que l'on a du coup d'aller vers les autres. Et je pense que le sujet là, dans la métropole, ce que nous on appelle la métropole jardin, le sujet fondamental, c'est celui-là. C'est comment on donne les conditions aussi pour les gens de pouvoir se croiser, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir discuter sans forcer les choses. Ça, c'est une photo, je termine par ça, j'en ai encore une après, mais à l'inauguration à Parampure, on a un barbecue collectif comme ça qu'on a construit sous une grande toiture qui se trouve juste avant la promenade verte que vous avez vue là. Et donc l'idée, c'est de se dire, ce barbecue, il existe. Tout le monde passe devant quand il rentre chez soi à pied. Les habitants, ils peuvent l'utiliser ou pas, mais il y a une possibilité. On donne des opportunités qui sont communes, qui ne sont pas publiques, parce que dans la métropole jardin, dès que l'on sort un peu de la ville-centre, on ne peut pas créer autant d'espaces publics que l'on a en ville-centre. Donc c'est les possibilités de commun qui sont essentielles. Et je pense que le sujet, il est là. Il faut donner envie aux gens de sortir de chez soi, d'aller vers l'autre et le jardin, le paysage, en créant des bonnes conditions. Moi, je suis convaincue que ça permet ça. Merci beaucoup, Suzanne. Pablo, GRGF, c'est à ton tour. Tu te définis comme paysagiste et jardinier. Tu es cofondateur de Coloco, une structure qui a aujourd'hui 25 ans, qui est basée à Paris, à Montpellier. Et vous faites partie, notamment avec Bruit du Frigo et Raumlabor en Allemagne, d'une vague de collectifs pionniers, dont la structure vous permettait de travailler de façon transversale, pluridisciplinaire, selon des principes d'autodétermination qui défient les catégorisations. Nous sommes incollectionnables, scandes-tu, et tu l'affirmes, se constituer un collectif, c'est résister. Coloco réunit des paysagistes, des urbanistes, des botanistes, des jardiniers et des artistes dans un atelier des paysages contemporains, et vous collaborez depuis de nombreuses années avec Gilles Clément. Votre manifeste précise des stratégies territoriales à la construction de jardins. Nous établissons une relation de continuité entre les échelles et les acteurs. Le paysage est l'ensemble du vivant sous le regard des humains. Le paysage bien commun nous réunit tous sans exception. Nous faisons l'invitation à l'œuvre, le moment essentiel de notre démarche. Carte, jardin ou politique publique, nous conduisons à la co-construction de ces œuvres collectives qui contribuent à faire de nos paysages des milieux accueillants pour la diversité biologique et culturelle. Sur votre site internet, vous affichez tous, les collaborateurs de Coloco, l'image de vos mains plutôt que celle de vos visages. On comprend bien alors cette histoire d'invitation à œuvrer ensemble. Est-ce que tu peux nous la raconter ? Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par vous transmettre un petit peu ce que nous dit la science du vivant aujourd'hui, parce qu'avant tout, on a compris que je est un collectif, c'est-à-dire que nous sommes faits de trillions de cellules, que nous avons plusieurs écosystèmes sur notre corps qui constituent un équilibre régulé avec grande finesse par notre système immunitaire qui est aussi unique que l'empreinte digitale. Et c'est à partir de ce corps que nous avons chacun que nous pouvons nous comprendre et éventuellement commencer à faire collectif à partir de cet adage du connais-toi toi-même. Vous avez ici, je ne sais pas si c'est très visible, donc en haut, le vert, vous avez la part du vivant que représentent les végétaux et les bactéries, qui est la plus grande partie. Vous avez ensuite les animaux, qui est le tout petit bout d'ongle jaune. Dans les animaux, vous avez en bas les mammifères. Et dans les mammifères, vous avez donc aujourd'hui sur la planète Terre 34% de la biomasse qui sommes des êtres humains, 60% qui est le bétail que nous abattons pour le manger, et 4% qui sont les animaux sauvages. Donc voilà, faire collectif, c'est entre humains, mais c'est aussi avec tous les autres du vivant, sans lesquels nous ne saurions perdurer sur cette planète. Et faire un jardin, ça commence parfois comme ça. C'est une réponse à la question « Que pensez-vous
de ce que ma génération est en train de faire pour sauver la planète et vous transmettre un monde habitable. Inès et Bérénice ont répondu très clairement, et c'est ainsi qu'a commencé notre aventure commune de créer un jardin. Elles sont lycéennes au Val de Fontenay, à Fontenay-sous-Bois, et nous avons construit ensemble, le long de l'année dernière, un jardin magnifique. La participation, ça peut aller de la concertation à la co-conception, à la co-construction, à la co-gestion. Tous ces co-co-co, ça commence souvent à table autour d'un café et ça peut idéalement finir à table autour du festin qu'on fait avec les fruits du jardin qu'on a cultivés tous ensemble. Ce dessin qui est extrait de ce petit ouvrage qui est un essai d'esthétique sur l'art de faire les jardins en collectif. J'ai quelques exemplaires pour la modique somme de 12 € pour ceux qui veulent approfondir cette question. Ça raconte comment, en fait, le faire ensemble, ça part du désir de se retrouver, de la convergence du groupe. Et c'est à partir de cette envie d'œuvrer ensemble, de se mettre au travail, de se mettre les mains dans la terre, idéalement de se plaire, mais au moins de se tolérer dans un premier temps pour construire une relation qui permette de passer à l'action. J'appelle ça l'écrasement du palimpseste des possibilités. C'est un petit peu savant, mais ça veut dire qu'au fur et à mesure que le travail en collectif avance, l'infinité des possibles se réduit jusqu'à qu'à un moment, on se mette tous d'accord pour passer à l'action. On ne peut faire qu'une seule chose en même temps. On peut se la diviser en parties, mais à un moment, il faut qu'on soit un minimum d'accord sur un projet. On peut dire un projet politique, on peut dire un projet poétique. En tout cas, il y a un moment projet sur lequel on se met d'accord pour passer à l'action. Et ça provoque la joie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très joyeux. Peut-être suis-je un latino-américain indécrottable, mais enfin, j'ai été élevé dans la culture du carnaval et je ne prétends pas m'en défaire jusqu'à mon dernier souffle. Et donc, on a quelque chose de très festif dans le faire ensemble qu'on cultive, parce que faire ensemble, c'est pas simplement une obligation légale depuis 2016, c'est vraiment avoir envie de le faire. Et quand on le fait avec cette envie, quand on le fait avec ce désir, on le transmet et on reçoit aussi des autres. Alors, parfois, ça commence aussi comme ça, les projets. C'est-à-dire que là, on fait un jardin à la Biennale du paysage en 2022 au Potager du Roi, monument historique à Versailles. Et donc, on demande la permission à Alexandra Bonnet, la directrice de l'école, mais on demande aussi la permission à Jean-Baptiste Lacantini, jardinier de Louis XIV, l'autre grand jardinier de Louis XIV, et donc créateur de ce grand laboratoire de la science agronomique et du jardinage. Donc on arrive là-bas, on trouve ce grand sac poubelle et on en fait un jardin. Ce jardin, il est décrit par une grande ligne du temps qui enregistre les collaborations de plus de 250 personnes et 400 jardiniers avec qui on a construit ce jardin qui a duré 1 an. Il a été ensuite démonté pour être redistribué dans différents jardins de la région parisienne. Et réussir à faire ça dans un monument historique avec toutes les contraintes que ça représente et de pouvoir porter et défendre l'indécision, l'indéfinition d'un projet en disant jusqu'au bout, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, c'est quelque chose qui nous a beaucoup appris et dont nous avons, consigné l'expérience dans ce livre que vous pouvez trouver sur le site de Civic City, qui est le catalogue de l'exposition donc Devenir jardinier planétaire, où vous avez 20 projets qui sont passés aux critères de cette question du faire ensemble et de la participation au sein de l'ensemble du vivant, et que vous pouvez trouver donc sur Internet. Merci beaucoup. Merci Pablo, merci à tous les trois. Alors surtout si vous souhaitez présenter un livre, et n'hésitez surtout pas, j'ai un peu l'impression que c'est le thème de la journée qui a commencé avec les collectifs cet après-midi.
Oui, c'était peut-être le... Donc ça veut dire que faire livre, ça a l'air de vouloir dire faire ensemble et continuer à transmettre d'une certaine manière ce que vous proposez. On vient de voir trois présentations qui sont extrêmement riches, toutes les trois. Moi j'ai l'impression qu'un des points de ce que vous présentez, c'est que vous répondez à la question comment faire ensemble par il faut donner envie de faire ensemble, par la culture, par la fête, par la convivialité, par la table de pique-nique, par l'envie de jardiner, par le geste. Alors qu'est-ce qui, d'après vous, et la question n'est pas évidente, j'espère que l'un d'entre vous va s'en saisir, qu'est-ce qui, d'après vous, réunit vos pratiques à vos différentes échelles ? Nous, c'est facile, on a déjà travaillé ensemble avec Pablo sur un projet avec le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, où on s'est retrouvés ensemble sur un bidonville à Rissorangis en 2010-11, où on a accompagné un bidonville à en sortir, avec notamment toute une mise en sécurité du bidonville, la construction d'une ambassade. On a construit une ambassade, principalement avec du réemploi et les habitants du bidonville. Et on a aussi fait culture, puisqu'on a des danseurs sont venus faire des spectacles au milieu du bidonville. Donc on a déjà sur un terrain autour de l'hospitalité travaillé ensemble. Je me suis auto-censuré parce que j'étais déjà à 6 minutes 38. Donc je voulais pas. Mais oui, ça c'est le message, si vous voulez, que j'aurais souhaité transmettre. C'est que je pense que ce qui nous réunit tous les trois ce soir, mais pas que nous, c'est qu'on est dans un monde extrêmement en train de tourner sur un virage assez brutal, à la fois en termes politiques, à la fois en termes d'évolution technologique, et que je pense qu'on est tous très secoués. Il faut bien se l'avouer, on est secoués, et on se demande comment est-ce qu'on va continuer à faire une ville qui nous ressemble, et comment est-ce qu'on va continuer à vivre ensemble. Il y a un pourcentage grandissant de gens qui n'ont pas du tout envie de vivre ensemble, et qui n'ont pas du tout envie que d'autres viennent vivre ensemble avec eux, qu'ils soient humains, végétaux ou animaux. On a du racisme dans le monde végétal, on a des listes d'espèces exogènes qui sont bannies des jardins. Et je pense que cette envie de cultiver le vivre ensemble et de le faire chacun avec son style, parce que la question du style, c'est très important. Comment est-ce qu'on dessine ? Comment est-ce qu'on met au point ces processus de participation ? Il y a un art pour se faire, on apprend, on commence quand on sort de l'école ou même pendant l'école. On a aujourd'hui 30 ans de pratique, on est un peu des vieux singes à qui on n'apprend plus à faire la grimace, on va dire, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Donc voilà, et je pense qu'il y a un certain enthousiasme qui nous anime tous les trois, et ça, moi, je sens que je le partage avec ces deux magnifiques jeunes femmes, et je suis très content d'être ici ce soir au milieu d'entre elles. Voilà, je ne peux pas rêver mieux. Merci Pablo. Non, je pense qu'on fait des choses très différentes, non mais totalement différentes, et en même temps pas. Enfin, je pense que ce qui nous réunit, c'est juste la foi en l'être humain et en l'intelligence collective. C'est ça que dans tout ce qui est dit ici et dans ce que je connais de vous, c'est juste se dire que oui, c'est toujours plus compliqué de faire les choses collectivement, mais on les fait quand même mieux, quoi. Et ça, c'est pas partagé par tout le monde aujourd'hui. Puis je pense que aussi l'envie de transmettre, tu parlais de livres, mais je pense que c'est important, c'est qu'en effet, cette dimension collective, on a envie de la rassembler dans des livres pour pouvoir la raconter l'aventure, raconter le faire commun, raconter aussi les écueils, puisque c'est pas simple, on le dit en effet. Et puis dans le monde qui arrive, on a une radicalisation de plus en plus. Donc ce faire commun, quels sont les échecs, comment on rebondit, comment on arrive aussi à raconter cette forme de recherche-action. Et je pense que tous les trois, ce qui nous rassemble, c'est cette forme de recherche-action, où on est en effet sur le terrain, mais on essaye
de le recenser et de l'articuler pour pouvoir raconter tout ça. Oui, et puis je pense qu'il y a une dimension tout à fait artisanale dans la manière dont on exerce notre métier, qui est une certaine échelle de travail, ce qui sont des outils, que ce soit la maquette ou une certaine manière de mener les processus de participation ou de s'outiller pour travailler. Je pense que dans une profession qui s'industrialise d'un certain côté, qui tend à répéter des recettes. On est à deux doigts que l'IA nous génère nos plans sur des modèles de catalogue. Je veux dire, c'est déjà là. Je pense qu'on est en phase de saut technologique très important dans nos métiers, où on est dans une logique de catalogue qui va tendre à s'imposer. Et je pense que nous, on résiste à ça. On résiste très fort à ça. Ce qu'on entend aussi à vous entendre, c'est cette question du processus, en fait. D'où la question de la transmission et voire d'écrire des livres, c'est-à-dire de pouvoir raconter des moments et comme une évolution, en fait, et pas le projet comme quelque chose qu'on livre et dont on s'en va, mais comme quelque chose qui est en fait quelque chose qui mature au fur et à mesure et que vous partagez avec plusieurs personnes à différents moments. Et Suzanne, ça m'aurait intéressé de voir comment vous, cette question du processus, elle rentre en jeu dans... est-ce que ça passe par visiter la métropole Jardin avec ses habitants? À quel moment, en fait, il y a un partage comme ça avec ceux avec qui vous œuvrez? Non, je pense que nous, à l'agence, on travaille beaucoup moins avec les habitants que toi, Chloé, hein, ça c'est sûr. Je pense que nous, on a un rapport différent aux choses, je pense aussi parce qu'on est beaucoup plus... Alors, on fait un peu des projets, j'ai montré un projet de logement, hein, mais c'est vrai on travaille beaucoup plus à l'échelle urbaine ou à des stades ponctuels du processus. Architecte conseil, c'est regarder que des projets que l'on ne fait pas. Et donc, c'est forcément... on s'inscrit forcément dans un long processus en faisant ce travail-là. Et on est conscient que c'est un processus et que le rôle que l'on a soi-même à jouer, c'est juste un petit moment et qu'il faut essayer d'assurer au maximum comment, quand on arrive, on tire parti de tout ce qui a déjà été fait aussi, et comment, quand on repart, on a mis en balance quelque chose qui peut être poursuivi par quelqu'un d'autre. Moi, quand je parle d'intelligence collective, je pense que c'est ça le sujet. Après, sur la thématique de la métropole Jardin plus spécifiquement, non, quand on a fait le projet de Codéran, on s'est énormément promené, on a énormément discuté avec les habitants. J'aime bien, je discute avec les gens, j'aime bien discuter avec les gens quand je peux. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est plus compliqué de faire ça. On le sent, hein, nous on fait beaucoup d'études urbaines, de choses comme ça, donc on se balade, on fait toujours du site un peu à très large échelle du coup, parce il faut toujours voir, on ne peut pas comprendre un endroit sans on étudie un terrain, on sait qu'il faut, enfin, si on ne voit pas plus large, c'est mon point de vue, on ne comprend pas grand-chose. Donc on passe beaucoup de temps à se promener, souvent on reste 2 jours quelque part et on se balade, on constate que c'est de plus en plus difficile de discuter avec les gens. Mais juste avoir une discussion, hein, toute simple, un peu. On va pas déprimer ce soir, hein, mais il y a un climat un peu quand même de méfiance qui est beaucoup plus fort que nous, que quand on a commencé, et c'est pour ça que j'insistais sur l'idée de se dire il faut absolument dans les projets essayer de donner un minimum de structure pour que les gens ils veuillent juste sortir de chez eux parce qu'on sent le renfermement. Donc ça, pour moi, ça passe par la discussion, quoi. Un peu moins dans les projets par le faire ensemble aussi poussé que ce que vous faites, parce qu'on va moins au bout. On en fait moins des projets où on va au bout, mais ça passe par la discussion. Il ne faut pas rompre la discussion. Ça, je pense que c'est essentiel. Et il faut discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et c'est ça qui est intéressant avec la ville. Quand on travaille, on tombe sur quelqu'un, on ne sait pas, un habitant, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il vote, on ne sait pas, mais il faut discuter, il faut échanger, parce que sinon...
Ouais, puis la ville du bien commun et de l'espace ouvert, elle se défend parce que la ville du barbelé et de la caméra de surveillance, elle est aussi déjà là dans une grande partie du monde. Il y a des industries derrière tout ça qui ont beaucoup d'argent à faire à que ça marche comme ça. Et par contre, l'espace public et le bien commun, ça coûte de l'argent à la collectivité. Or, les collectivités en ont de moins en moins et on va leur faire de moins en moins crédit à des taux de plus en plus chers. Donc, les tendances, on les connaît. Comment est-ce qu'on se bat contre ça, qu'on soit politique, élu, qu'on soit praticien comme nous, qu'on soit simple citoyen engagé? Je pense que c'est un combat collectif d'aller vers la ville qu'on veut, la ville qui nous ressemble et la ville qui nous plaît, qu'on aime, qu'on désire. C'est une lutte, c'est un combat. C'est quelque chose qu'il faut continuer à mener. Et c'est très drôle à faire. C'est très drôle à faire. On rigole beaucoup sur le terrain. Mais c'est très sérieux en même temps. C'est très sérieux. Il y a des enjeux, il y a des valeurs, il y a des défis qui sont sérieux. Donc, c'est pour ça que nous, on utilise un de nos outils qui est la culture. Aujourd'hui, la culture, elle est clairement en péril. On le voit la région de Nantes, même partout autour de nous, on est tous inquiets et on s'aperçoit que finalement, pour mobiliser, pour rencontrer, pour faire commun, pour transmettre la démarche culturelle, que ce soit par les spectacles, par les pas de côté, par les approches, ça nous permet de tellement nous nourrir et de répondre à ce qui nous arrive avec une justesse qui est assez fabuleuse. Donc, et nous, on le voit, se faire commun, dès qu'on apporte une approche culturelle, quelle qu'en soit la forme, tout de suite, on apporte de l'émerveillement. Et là, tout nous décale. Merci beaucoup, Chloé. Je te laisse le mot de la fin, justement. On est un peu tenu par le temps parce qu'on a 2 tables rondes. On va prendre 1 ou 2 questions du public pour ceux qui souhaitent échanger avec tous ou l'un ou l'autre de nos invités. Pas de questions? Bonjour, Stéphanie Ortola, adjointe à l'urbanisme de Gradignan. Plus qu'une question, c'était peut-être une réaction. Entre tous les discours qui ont été évoqués, ce que je retiens, c'est ce que vous avez dit par rapport à la démocratie, c'est-à-dire que la rencontre, faire le lien, créer des moments en fait, où on a envie de se voir, on a envie de se parler. Je pense que c'est ça en fait, la clé pour peut-être changer un peu notre monde. Et je trouve que là, c'est peut-être ça dont vous avez tous parlé de façon très très forte. Et on le voit, en fait, dès qu'on fait des fêtes, quand les collectivités organisent des événements, dès que les gens se croisent, ils n'ont plus peur les uns des autres. Et en fait, ça crée des choses incroyables. Donc, vous avez tous parlé de ça à votre façon. Et je trouve ça très beau. Et c'est très optimiste pour la suite. Et je pense qu'il faut qu'on garde bien ça en tête dans nos cœurs aussi. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Le jardin, c'est un territoire heureux pour la rencontre. Hein. Comme dit Vinícius de Moraes, le grand poète brésilien, c'est la vie, c'est l'art de la rencontre. Et le jardin, il est très heureux pour cela. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se retrouver ensemble au jardin et trouver des espaces dans une ville qui est par ailleurs contrainte par plein d'autres logiques? Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on attend vraiment de nos élus, de nos responsables territoriaux et aussi de nous, praticiens. Comment est-ce que les habitants attendent de notre part qu'on leur apporte cela, quoi. Merci Pablo. Merci à tous les 3. Je vais vous inviter à laisser la place au suivant.